Te sens-tu parfois prisonnier d'un tourbillon de pensées qui ne te laisse aucun répit? Le bouddhisme, avec sa sagesse millénaire, offre des outils puissants pour apaiser ce mental agité. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment des pratiques telles que la méditation, Anapanasati et l'entraînement mental en 7 points peuvent t'aider à retrouver la sérénité intérieure. Tu apprendras à lâcher prise, à vivre le moment présent et à te libérer de ce cycle sans fin d'inquiétude. Ce chemin vers un esprit plus tranquille et un cœur plus léger est à ta portée. Pourquoi pensons-nous autant? L'origine du bruit mental. Du matin au soir, notre esprit ne cesse de s'agiter. Il saute d'une pensée à l'autre sans repos, se perdant dans les souvenirs, les préoccupations, les erreurs passées, les jugements, voire des disputes imaginaires avec des gens qui ne sont même pas là. Cette hyperactivité mentale est devenue si normale qu'on ne se rend même plus compte qu'on vit dans un dialogue intérieur constant, souvent épuisant. Mais pourquoi pensons-nous autant? Le bouddhisme enseigne que la racine de ce bruit mental, c'est notre attachement à l'ego. Nous cherchons à donner un sens à tout ce qui nous arrive, à travers le prisme de notre identité. On veut que tout aille bien, qu'on nous valorise, qu'on ne souffre pas, que rien ne change. Et comme la vie ne suit pas ce scénario, l'esprit s'active pour tenter de contrôler l'incontrôlable. À cela s'ajoutent le désir et l'aversion, 2 forces fondamentales selon le bouddhisme, qui alimentent le flux constant de pensées. On désire certaines choses, certaines personnes, certains états. On en rejette d'autres. Ce va-et-vient entre ce qu'on veut et ce qu'on fuit crée une tension interne, qui devient un bavardage mental incessant. Une autre cause, le manque d'attention au moment présent. On vit en pilote automatique et quand on n'est pas présent, l'esprit en profite pour vagabonder. Il devient comme une radio qu'on n'arrive pas à éteindre. Moins on est ancré dans l'instant, plus notre esprit devient bruyant. Mais attention, ce ne sont pas les pensées en elles-mêmes le problème, c'est le fait de s'y identifier. On croit être ce que l'on pense. Et au lieu d'utiliser l'esprit comme un outil, on en devient l'esclave. Chaque pensée nous emporte comme s'il n'y avait pas d'autre choix. Et c'est ainsi que naissent l'anxiété, l'insécurité, la peur, le stress. Le bouddhisme propose une autre manière d'être avec ses pensées. Il ne s'agit pas de les combattre ou de les réprimer, mais de les observer, de les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Cette attitude permet de prendre du recul et de retrouver le calme. Il ne s'agit pas de forcer le silence, mais de penser avec liberté, sans rester piégé. Ce bruit mental n'est pas nouveau. Il y a plus de 2000 ans, le Bouddha parlait déjà de l'esprit comme d'un singe fou, sautant sans cesse d'une branche à l'autre, de pensée en pensée. Cela prouve que l'esprit agité n'est pas un mal moderne, mais une condition humaine, et surtout qu'il existe des voies pour l'apaiser. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. La respiration consciente, l'art d'Anapanasati. Parmi toutes les pratiques bouddhistes, Anapanasati, la pleine conscience de la respiration, est l'une des plus anciennes et des plus puissantes. Elle ne nécessite rien d'autre que ta respiration. Pas de mantra, pas de visualisation, pas d'objet. Juste toi, assis, en train de respirer. Pourquoi la respiration? Parce qu'elle est le pont naturel entre le corps et l'esprit. Elle se produit ici et maintenant. Tu ne peux pas respirer dans le passé ni dans le futur. En te concentrant sur l'air qui entre et sort, tu ramènes ton esprit à l'instant présent. C'est comme jeter l'ancre dans une tempête. Tu ne peux pas arrêter les vagues, mais tu peux éviter de dériver. Le Bouddha a expliqué cette pratique très clairement dans le Sutta Anapanasati. On commence par observer si la respiration est longue ou courte, sans la modifier. Puis, on prend conscience de tout le corps pendant qu'on respire. Petit à petit, on observe comment la respiration influence les sensations, les états mentaux et même la purification des émotions toxiques comme la peur, la colère ou l'anxiété. Cette pratique a un double effet.
Elle calme l'esprit en focalisant l'attention sur un seul objet, la respiration, et elle développe une qualité mentale essentielle, la pleine conscience. La pleine conscience, ce n'est pas juste se concentrer, c'est être présent avec acceptation, sans jugement, sans vouloir changer quoi que ce soit. C'est être là, avec ce qui est. En appliquant cette attention à la respiration, tu découvres comment ton esprit fonctionne. Tu remarques combien de fois il se disperse, quel type de pensée t'éloigne du moment présent. Et tu apprends à revenir doucement, sans te juger. Chaque retour est une petite victoire. L'attitude est essentielle. Dans Anapanasati, il ne s'agit pas de contrôler la respiration. Il s'agit simplement de l'observer telle qu'elle est. Superficielle, on l'observe. Profonde, on l'observe aussi. Le but n'est pas de bien respirer ni d'atteindre un état spécial, mais d'apprendre à être avec ce qui est. C'est là l'un des enseignements les plus profonds du bouddhisme. La liberté ne vient pas de changer les choses, mais de les voir avec clarté. Avec la pratique régulière, les bénéfices sont concrets. L'anxiété diminue, l'esprit devient plus stable, les réactions émotionnelles s'apaisent. On commence à percevoir des espaces entre les pensées. Dans ces espaces, il y a du repos, une paix intérieure qui ne dépend de rien d'extérieur, juste du fait d'être pleinement présent. Même physiquement, la respiration consciente a un impact. Le système nerveux se régule, le corps se détend, le cœur ralentit. Le corps aussi comprend qu'il peut relâcher la tension. Beaucoup ressentent, après quelques minutes, un soulagement, une légèreté, comme si une tempête intérieure s'était dissipée. Et le plus beau, tu peux pratiquer Anapanasati n'importe où. Pas besoin de coussin spécial, ni de silence absolu. Tu peux le faire en marchant, en attendant, en lavant la vaisselle. Il suffit d'amener l'attention à la respiration, encore et encore. Chaque souffle est une occasion de revenir à toi-même. Anapanasati n'est pas une technique rapide, ni un simple outil de relaxation. C'est un chemin vers une liberté intérieure, vers une vie plus profonde et plus paisible. Le Bouddha disait, « Celui qui maîtrise cette pratique détient les clés de l'éveil. » Non pas parce que la respiration est magique, mais parce qu'elle reflète tout, l'impermanence, l'interconnexion, l'instant éternel. Apprendre à être avec sa respiration, c'est en vérité apprendre à être avec la vie. Nous introduisons ici la pratique du prendre et donner, connue sous le nom de Tonglen. Nous avons choisi de ne pas l'approfondir dans cette vidéo, mais elle sert de base pour comprendre une chose essentielle. Nous pouvons transformer la douleur, pas seulement l'éviter. Au lieu de résister à la souffrance, nous pouvons l'utiliser comme un catalyseur pour développer la compassion. Cela change totalement notre relation au problème. Au lieu de nous sentir victimes, nous commençons à nous voir comme des êtres en transformation. Le troisième point nous invite à porter attention aux obstacles internes, la compassion toxique, l'orgueil, la plainte constante, l'esprit qui juge sans arrêt. Apprendre à reconnaître ces schémas sans les rejeter est essentiel. Il ne s'agit pas de lutter contre eux, mais de les voir comme des parties de nous-mêmes qui ont besoin d'être éclairées par la conscience. L'entraînement mental n'est pas une guerre intérieure, c'est un réveil à notre véritable nature. Le quatrième point nous enseigne à intégrer la pratique dans la vie quotidienne. C'est l'un des plus importants. Beaucoup pensent que la méditation se limite à ce qui se passe sur le coussin. Mais le véritable entraînement a lieu dans les petites choses. Comment tu réagis quand quelqu'un t'irrite, comment tu parles, comment tu gères la frustration. Chaque émotion négative peut devenir une porte vers une conscience plus éveillée si elle est utilisée avec sagesse. Le cinquième point aborde la manière de transformer les circonstances difficiles en chemin de croissance. Le bouddhisme ne cherche pas à éliminer la douleur, mais à s'en servir. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, quand quelqu'un te trahit, quand tu ressens de la peur ou de la tristesse, tu peux pratiquer. Chaque situation difficile devient un outil pour affiner l'esprit. Il ne s'agit pas de résignation, mais d'une attitude de croissance constante. Rien n'est gaspillé. Le sixième point
nous rappelle l'importance de la constance. Il ne suffit pas de pratiquer quand tout va bien. Il faut entraîner l'esprit même quand on n'en a pas envie, même quand on a l'impression de ne pas progresser. La discipline n'est pas ici une obligation, mais un cadeau que l'on se fait à soi-même. Pratiquer chaque jour, même quelques minutes, c'est se dire « Je suis engagé envers ma paix intérieure ». Le 7e point résume l'esprit du Lojong. Maintenir l'entraînement même en secret, sans chercher la reconnaissance, sans se sentir supérieur. La véritable transformation est silencieuse. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle se remarque dans la manière dont tu traites les autres, dans la façon dont tu te parles à toi-même, dans la paix que tu rayonnes sans prononcer un mot. Cet entraînement en 7 points est une perle précieuse. Il n'offre pas de formule magique, mais un chemin réel, accessible et puissant. Il nous enseigne que l'esprit peut être entraîné, que nous ne sommes pas condamnés à répéter les mêmes schémas. Chaque pensée peut devenir un maître. Il suffit de volonté, de patience et de pratique. Shamatha, cultiver la paix de l'esprit. S'il existe une pratique bouddhiste qui agit comme un antidote direct aux pensées incessantes, c'est bien Shamatha. Ce mot sanskrit signifie littéralement « calme mental » ou « tranquillité sereine ». C'est une technique de méditation dont le but est de stabiliser l'esprit, de l'apaiser et de l'ancrer. Mais il ne s'agit pas seulement de silence extérieur. Il s'agit de cultiver un état intérieur de repos où l'esprit cesse de bondir d'une idée à l'autre comme un singe agité et commence à se déposer comme la poussière dans un verre d'eau que l'on cesse de remuer. Dans notre vie quotidienne, notre attention est fragmentée. On saute d'une préoccupation à une autre, d'un message à une distraction, sans se rendre compte à quel point notre esprit est dispersé. Shamatha nous invite à arrêter ce mouvement, à devenir intime avec le moment présent et à entraîner notre esprit à rester focalisé sur un seul point. Cela peut être la respiration, une flamme, un son ou même une sensation corporelle. L'objet importe peu. Ce qui compte, c'est l'entraînement de l'attention. Dans les premiers jours de pratique, la réaction la plus fréquente est la résistance mentale. Les pensées apparaissent de toutes parts. On s'impatiente, on doute de notre capacité à méditer. Mais ce n'est pas un échec, c'est une partie du processus. Shamatha nous apprend à observer ces obstacles avec patience. Au lieu de réagir, on reconnaît simplement qu'on s'est distrait et on revient à l'objet de méditation. Encore et encore. Chaque retour renforce le muscle de l'attention. Il existe une belle analogie dans le bouddhisme. L'esprit est comme un cheval sauvage. Si tu essaies de le dompter avec violence, il se débattra davantage. Mais si tu le guides avec calme et fermeté, il finit par se détendre. Shamatha, c'est cet entraînement patient de l'esprit. Il ne s'agit pas d'éliminer les pensées, mais de cesser de leur courir après. Quand on arrête de suivre chaque impulsion mentale, on découvre qu'on peut être présent sans être emporté. Cette pratique développe aussi une qualité essentielle, l'équanimité. Au lieu de lutter contre les pensées désagréables ou de nous attacher aux agréables, on commence à nous relier à tout ce qui surgit avec équilibre. L'esprit devient comme le ciel, vaste, silencieux, capable de contenir tous les nuages sans s'identifier à eux. Cette stabilité ne sert pas seulement pendant la méditation. Elle transforme aussi notre manière de vivre. On devient moins réactif, plus présent, plus en paix. Avec le temps, Shamatha conduit à des états de concentration profonde, appelés jhana. Il n'est pas nécessaire d'atteindre ces niveaux pour en retirer des bienfaits, mais c'est important de savoir que cette pratique a une profondeur immense. Ce n'est pas juste une technique pour se détendre. C'est une nouvelle relation à l'esprit. Une relation où l'on apprend à se détacher de l'identification aux pensées, aux émotions, aux peurs. Elles ne disparaissent pas, mais elles cessent d'avoir autant de pouvoir sur nous. Un autre grand avantage de Shamatha, c'est qu'elle crée l'espace intérieur nécessaire pour que la sagesse puisse émerger. Un esprit agité ne peut pas voir clairement, mais quand il s'apaise, on commence à percevoir les choses telles qu'elles sont. On découvre des schémas mentaux auparavant invisibles. On observe comment naît une émotion, comment surgit une pensée. Cette clarté est essentielle pour évoluer intérieurement. Elle nous permet d'agir avec plus de sagesse,
En résumé, shamatha est comme construire une base solide pour toute la vie spirituelle. Ce n'est pas un luxe ni un supplément. C'est l'outil fondamental pour s'arrêter, respirer et voir. C'est une invitation à sortir de la roue du mental incessant et à découvrir une autre manière d'être, plus pleine, plus simple, plus vraie. La sagesse de la non-mentalité, au-delà de la pensée. L'un des concepts les plus profonds et exigeants du bouddhisme est celui de la non-mentalité, ou musin en zen. Cette idée évoque un état d'esprit où il n'y a plus d'interférence mentale discursive, plus de jugement constant. L'esprit est alors ouvert, réceptif, libre. Cela ne signifie pas l'absence de pensée, mais plutôt que nous ne sommes plus prisonniers d'elle. L'esprit fonctionne, mais comme un outil au service du présent, et non comme un maître. La non-mentalité n'est pas le rejet de l'esprit, mais sa libération. Imagine que tu vis depuis des années dans une pièce remplie de miroirs. Chaque pensée reflète une image de toi, du monde, des autres. Tu vis en réagissant à ces reflets, jusqu'au jour où tu découvres une porte. Tu l'ouvres et tu sors. Dehors, il y a le silence, l'espace, la vie, sans interprétation constante. Voilà le territoire de la non-mentalité. Dans cet état, il n'y a pas de filtre entre toi et la réalité. Tout est vécu directement, sans narration. Quand tu manges, tu manges. Quand tu marches, tu marches. Tu ne penses pas à ce que tu diras ensuite. Tu ne ressasses pas une vieille conversation. Tu es là, totalement. Cette présence complète est l'essence de la non-mentalité. Une pure expérience sans intermédiaire. Mais comment accéder à cette dimension? Le premier pas est de reconnaître à quel point nous vivons dans un mental conceptuel. La plupart du temps, nous étiquetons, jugeons, interprétons. On appelle cela penser, mais souvent, ce n'est que répéter des schémas. La non-mentalité apparaît quand on cesse de confondre pensée et réalité. Il ne s'agit pas de forcer l'arrêt du mental, mais de ne plus le suivre automatiquement. Dans la méditation, cet état émerge quand on observe les pensées sans s'y attacher. Elles vont et viennent, mais on ne les poursuit pas. On ne leur donne pas d'énergie. C'est comme être assis au bord d'une rivière, à regarder des feuilles flotter sur l'eau. Avec le temps, l'espace entre les pensées s'élargit, et cet espace est la porte vers la non-mentalité. Il est subtil, mais profondément transformateur. Ce vide n'est pas un néant, mais une ouverture totale. L'esprit vide est plein de possibilités. Il n'est plus limité par les conditionnements. Un esprit calme, c'est un esprit libre de préjugés ou de peurs. C'est un esprit frais, capable de répondre au présent sans répéter le passé. C'est l'esprit d'un enfant, mais avec la sagesse d'un adulte, sans rigidité, sans attente. De nombreux maîtres zen insistent sur le fait que l'état de non-esprit ne s'atteint pas en le cherchant. Car chercher, c'est déjà une activité mentale. On y accède en lâchant prise. C'est pourquoi les pratiques qui favorisent le silence intérieur sont si importantes. Être dans la nature. Observer sans analyser. Écouter sans répondre. Respirer sans vouloir arriver à quoi que ce soit. Toutes ces expériences ouvrent des espaces où l'esprit peut enfin se reposer. Et dans ce repos émerge quelque chose de plus profond que la pensée, la sagesse directe. Cette sagesse ne peut être expliquée par des mots. Elle ne peut qu'être vécue. C'est ce qui se passe quand tu regardes une fleur et que tu ne la nommes pas. Tu la vois, simplement. Quand tu es avec quelqu'un et que tu ne le catalogues pas, tu es là, tout simplement. Quand tu ressens une émotion et que tu ne la repousses pas, tu la ressens, sans résister. Tout cela, c'est le non-esprit. Et plus tu habites cet état, plus tu reconnais que tu n'as pas besoin de penser autant pour vivre. Car la vie circule mieux sans ce bruit constant. Le grand paradoxe, c'est que moins tu penses, plus les choses deviennent claires. L'esprit cesse de troubler. Il devient un miroir limpide. Tu peux alors voir avec lucidité, écouter véritablement, vivre sans le poids du jugement.
cela ne signifie pas devenir passif ou indifférent. Cela veut dire que tu réagis depuis un autre espace, depuis la présence, le silence, la vérité du moment. Trataka, la pratique du regard qui apaise l'esprit. Le Trataka est une ancienne technique de méditation issue du yoga, mais aussi utilisée par les bouddhistes, notamment dans les écoles tibétaines ou de méditation silencieuse. Sa simplicité cache une profondeur surprenante. La pratique consiste à fixer le regard sur un point précis, sans cligner des yeux. Le plus souvent, il s'agit d'une flamme, mais cela peut aussi être un symbole, un dessin ou même un point noir sur un mur. Cela semble simple, et pourtant, ses effets sur l'esprit peuvent être profonds. Dans un monde où tout change à une vitesse folle, où notre attention saute d'un écran à l'autre, Trataka est une manière radicale de s'arrêter. Quand tu fixes le regard sans bouger, l'esprit commence aussi à se stabiliser. Au début, les yeux pleurent, les distractions surgissent et l'attention vacille. Mais petit à petit, une concentration stable et profonde se développe, comme une montagne qui ne bouge pas malgré le vent. L'essentiel, c'est que cette concentration n'est pas forcée. Elle est douce, attentive, curieuse. Il ne s'agit pas de lutter contre les pensées, mais de ne pas leur accorder d'importance. Le regard fixe devient une ancre, un fil qui maintient l'esprit en un seul point. Et quand il ne bouge plus, la pensée ralentit, le corps se détend, le bruit mental diminue. L'un des grands bienfaits de Trataka, c'est qu'il entraîne la capacité d'attention soutenue. Dans un monde où tant de gens peinent à rester concentrés plus de quelques secondes, cette pratique est comme un entraînement mental. Avec le temps, l'esprit devient plus fort, plus aiguisé, moins dispersé. Et cela bénéficie à tous les aspects de la vie. Étudier, écouter, travailler, parler, tout s'améliore avec une attention profonde. Mais au-delà des bienfaits psychologiques, Trataka a une dimension spirituelle. Le regard fixe ne stabilise pas seulement l'esprit, il ouvre aussi des portes intérieures. Parfois, l'objet de l'observation disparaît ou se transforme, ou génère une lumière intérieure. Ces phénomènes ne doivent pas être recherchés, mais accueillis s'ils surviennent. Ils indiquent que l'esprit entre dans un état plus subtil, plus profond, plus ouvert. Dans certaines traditions bouddhistes, on enseigne Trataka comme une manière de regarder vers l'intérieur. On commence en fixant un objet externe. Mais peu à peu, on découvre que l'œil ne regarde pas que vers l'extérieur. Il peut aussi voir en dedans. Et dans ce regard intérieur, une conscience émerge. Une conscience qui ne dépend pas de ce qui est vu, mais de l'acte même d'observer. Cette conscience pure est l'un des fruits les plus précieux de la pratique. Fixer le regard, c'est aussi un symbole fort. C'est dire à ton esprit « Je suis ici ». Présent. C'est une déclaration de présence et d'engagement. Chaque fois que tu tiens ton regard, tu n'entraînes pas que ta vue, tu entraînes ta présence. Tu dis, sans mots, je choisis d'être là, je choisis de voir, intégrer la pratique dans la vie quotidienne. Il y a une grande différence entre méditer dans le silence et garder la paix intérieure au cœur du tumulte. Quand les mails affluent, les discussions s'enchaînent, les contrariétés surgissent. C'est là que la vraie pratique commence. Le bouddhisme enseigne que la pratique réelle ne se limite pas au coussin de méditation. La véritable transformation a lieu au milieu du chaos. Intégrer la pratique dans la vie quotidienne, c'est ce qui transforme la théorie en sagesse vivante. Il ne s'agit pas d'être calme en permanence, ni de devenir un moine. Il s'agit de se souvenir, à chaque instant, qu'on peut revenir à la respiration, au corps, au moment présent. Et chaque fois que tu reviens ici, tu entraînes ton esprit. Peu importe le nombre de distractions, ce qui compte, c'est le retour, encore et encore. Ce geste simple est le cœur de toute transformation. Tu peux intégrer la pratique dans les moments de transition, au réveil, en mangeant, en marchant, en parlant. Chaque instant peut devenir une mini-méditation. Si tu fais la vaisselle, fais-la. Si tu marches, sens tes pas. Si tu manges, savoure chaque bouchée. Ces petits gestes, faits avec attention, ont un pouvoir immense. Tu n'as pas besoin de t'isoler du monde.
Ce qui compte, c'est être là, dans le monde, avec présence. Un autre élément clé, c'est d'utiliser les moments d'inconfort comme des opportunités. Quand quelqu'un t'irrite, quand quelque chose ne se passe pas comme tu veux, quand tu ressens de l'anxiété ou de la tristesse, arrête-toi, respire, observe. Au lieu de réagir, réponds depuis la conscience. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le reconnaître avec bienveillance. Cette pause, cet espace entre le stimulus et ta réponse, c'est là que naît la liberté. Ayez aussi de la compassion pour toi-même. La paix mentale ne s'installe pas du jour au lendemain. Il y aura des jours calmes et d'autres plus agités. Ce n'est pas un échec, c'est le chemin. La pratique ne consiste pas à aller bien tout le temps. Elle consiste à être présent avec toi, dans toutes tes formes, sans rejeter aucune partie. Tu peux créer des rituels simples, un espace chez toi pour méditer, un carnet pour écrire ce que tu observes, une alarme pour respirer. Il ne s'agit pas de se fixer des règles rigides, mais de créer les conditions qui aident à se souvenir. Car en réalité, le plus grand obstacle, c'est l'oubli. Et quand tu te souviens, tout change. Enfin, s'il y a un seul conseil que le bouddhisme nous offre pour apaiser l'esprit, c'est celui-ci. Ne prends pas tes pensées trop au sérieux. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es celui qui observe, qui ressent, qui respire. Les pensées vont et viennent, mais toi, tu demeures. Et plus tu habites cet espace où tout peut être vu, plus tu deviens libre. Et dans cette liberté, il y a la paix. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair sur comment calmer ton esprit et penser moins, je t'invite à rejoindre cette communauté de chercheurs de conscience. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun contenu à venir et dis-moi en commentaire quelle pratique t'a le plus parlé. J'ai hâte de te lire et de partager ce chemin avec toi. Car quand on partage la sagesse, on grandit tous.